Ah ben, bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite vidéo, dans le fond, pour vous présenter, quelque chose que j'ai fait, dans le cadre de mon papier. C'est, normalement, j'aurais dû me concentrer pour mon papier juste aux, éditeurs IDE de code, sauf que en faisant de la recherche, on se rend compte qu'il y a une extension de code qui s'intègre dans les IDE et qui permet de faire du code, là. C'est une extension quand même assez populaire et il y a son pendant, Command Line Interface. Il y a son pendant CLI et je peux comme pas passer à côté de l'expérimenter, mais aussi de vous le présenter et j'ai eu une réflexion sur comment ça pourrait être intéressant aussi au niveau, de la pédagogie au cégep, parce qu'on pourrait utiliser, le Command Line Interface avec Claude au niveau pédagogique. Ben, je me suis questionné là-dessus. J'ai lu un article qui, là, je vais vous le partager, ce document-là, mais, j'ai lu un article, qui est ici, là, qui a été écrit par Anthropic, là, qui introduit, Claude pour l'éducation, donc il fait des parallèles à comment on pourrait s'en servir au niveau pédagogique. Donc, bien évidemment, je me sers un petit peu de ce document-là pour, le truc que je vous présente. Sauf que, bien évidemment, vous comprendrez que c'est pas tout moi qui ai rédigé ça, OK? Il y a eu beaucoup d'utilisation d'IA, mais il y a beaucoup de trucs que j'ai verbalisés dans ma compréhension des choses et que l'IA m'a aidé à réécrire. Donc, dans le fond, un petit peu mon fonctionnement pour faire ça, c'est que je lisais la documentation pour aller prendre une marche ou je me parquais dans le salon puis je lançais ma réflexion. Donc là, je lançais des idées et après ça, je prenais mes idées puis je faisais un parallèle avec les sources que j'avais. Parce que si vous lisez bien le document, vous allez voir que je fais un paquet de références au cégep parce que c'est des choses qui m'inspiraient au fur et à mesure que j'expérimentais, autant avec Cloud Code qu'au niveau, bon, au niveau de l'extension Visual Studio Code. Fait que moi, je vous encourage à lire le document, mais principalement, ma principale euh, recommandation, là, c'est de vous laisser une news. OK? Si vous n'avez jamais essayé Cloud Code en Command Line Interface, c'est vraiment cool. Je veux, dans le fond, là, ce que je vais faire, c'est du Cloud Inception. Là. Et je vais vous montrer comment utiliser Cloud pour améliorer la lisibilité de ce texte-là. Parce que si vous connaissez un petit peu Obsidian, qui est mon logiciel de prise de notes, OK? On voit ici, le document est extrêmement lourd et j'ai presque aucune. J'ai pas beaucoup de séparation là, dans mes contenus. Dans le fond, là, j'ai mon titre de document complètement en haut. Puis après ça, ben là, j'ai mes titres 2, des titres 3 et c'est tout. Et on pourrait mieux structurer ça. Donc, mettons que je voudrais faire une finalisation du document pour pouvoir vous le partager, ben, je vais le faire en temps réel avec vous autres. Donc, actuellement, je trouve le document assez lourd. Là. J'ai pris comme le temps de le relire pour vérifier mes choses. Puis ça m'a quand même pris du temps à vérifier le tout. Je le sais que vous ne le lirez pas tous. Donc, ce que je veux faire avec vous, ben, c'est de simplifier et fort probablement, après, de faire une petite présentation PowerPoint pour vous présenter les grandes lignes. Je vous montre comment on pourrait le faire. Donc, puis on va utiliser Cloud Code pour le faire. On va vous montrer un petit peu comment ça marche aussi. Donc, j'ai le document ici, qui est Cloud pédagogique, c'est du Markdown. Je vais aller dans mon répertoire. Je vais aller faire afficher dans le dossier. Et là, je suis dans Windows. Si je fais Open Git Bash Here, je suis dedans le répertoire contenu. Et là, je vais lancer Cloud. Si vous avez jamais utilisé Cloud en Command Line Interface, ben, vous allez voir une démonstration de ça. Et si vous voulez l'installer, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Vous irez voir un tutoriel pour installer Cloud, là. Il y en a plein. Donc, on lance Cloud. Et pas plus compliqué que de juste l'appeler. Et là, ça lance Claude dans le répertoire en cours. Là, moi,
Je suis pas dans le bon répertoire, je suis dans le répertoire contenu. Je pourrais le fermer puis aller dans le répertoire divers, là, c'est plus ici. Et c'est dedans le club pédagogique. Je recommence, Git Bash Here, j'ai dit Claude. C'est quand on a lancé Claude, c'est difficile de faire un CD puis de changer de répertoire. Bon. Fait que là, Claude est lancé. Je vais grossir un petit peu ma fenêtre. Je ne sais pas si je peux zoomer un peu. Option, je peux sûrement zoomer ici le texte. La police, la police. J'ai là, OK. Le show bold. Quel style? On ne le trouverait pas. Si je fais un contrôle. Ah, bon. Contrôle roulette, ça marche. Ça marche toujours, ça. Donc, je vais grossir un peu le terminal pour que vous voyez un petit peu. Là, si vous êtes curieux puis vous avez déjà utilisé Cloud Cloud, vous allez peut-être vous dire, hey, c'est quoi ça, cette petite affaire-là en bas? Ça, c'est un status line que je me suis installé dans Cloud pour justement voir mon utilisation parce que j'atteignais souvent la limite, autant journalière que de la semaine. Puis c'est le fun aussi de savoir le contexte de ce qu'on est en train de faire. On est atteint la limite. Dans Cloud Code, la version Pro, la limite est de 200 000 tokens. Okay? Donc, on peut l'atteindre. Le contexte, là, moi, j'ai déjà atteint le contexte de quasiment 80 là. Si on atteint 100 ben, on ne peut pas vraiment continuer. Ce qu'il va faire, Claude, il va compresser l'information, puis on va pouvoir continuer après. Bon. Bref, ça s'arrête. C'est possible de changer de modèle. On a juste à créer un modèle, puis là, on pourrait changer de modèle pour Opus, IQ. Bon. Là, Sonnet, c'est celui qui est recommandé parce que c'est lui qui prend le moins de tokens, mais si vous voulez faire des trucs qui demandent un petit peu plus de processing power, vous prenez Opus, sauf que ça va faire en sorte que ça va vous prendre plus de tokens. Fait que, mettons que je prends Default, puis là, je suis en mode par défaut, puis là, bon, je reste comme ça. Et un autre truc qui est intéressant de savoir, maintenant que j'ai choisi ça, là, mon status, OK, je pense que tout est correct. Là, ça dit qu'il est à efficacité haute. Je ne sais pas comment le changer. Là, souvent, ça se fait comme un petit peu tout seul, là, mais bon. Je suis dans le bon répertoire. Ce que j'aimerais faire. Ah, c'est mis à jour, OK. Puis là, c'est le fun parce que je sais aussi dans quel répertoire que je suis. Là, ça, c'est un truc. Puis là, ici, le côté visuel. Donc, ce que je veux faire, c'est de prendre mon texte puis de l'améliorer. Donc là, je ne vous expliquerai pas tous les avantages d'être dans le Command Line Interface, mais un coup qu'on y a goûté, là, c'est vraiment le fun. C'est pour n'importe qui là, qui aime faire du Vim ou des trucs en terminal, ben là, c'est du terminal plus, plus, plus. Donc, on peut faire un paquet de trucs. Si vous tapez la commande slash, ben, vous allez voir qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire, dont initialiser un répertoire, ben, pas un répertoire, un fichier cloud, okay, dans notre répertoire en cours. Si je fais ça, je vous le montre bien rapidement. Là. OK. Ils viennent de. J'en reviens ici. Ah, il est en train de le faire. C'est que là, il est en train d'initialiser. Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il est en train de regarder le contenu du dossier, puis il est en train de bâtir une espèce de structure de ce qu'il comprend du dossier. L'avantage de ça, c'est que ben, on n'aura pas besoin de refaire le contexte à chaque fois. Lui, il va aller réutiliser ça. Fait à chaque fois qu'on lance Claude Code ou Claude de manière standard, il va lire le fichier claude.md, puis il l'interprète. Ça fonctionne même dans un IDE, dans Visual Studio Code, dans Cursor, ça fonctionne par défaut. Aussitôt qu'il voit un Claude.md, il va le lire. L'avantage, c'est que c'est lu automatiquement, mais le désavantage, c'est que si un fichier Claude.md est extrêmement gros, ben, il va le relire à chaque fois. Fait que là, il dit, est-ce que vous voulez créer Claude.md? Je fais yes. Il va être créé. Après ça, on va aller l'ouvrir. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. OK. On va aller ouvrir Claude.md.
Et là, ça c'est vraiment un article intéressant sur d'OpenAI, là. Mais bon. Fait que là, dans le fond, le cloud.md s'explique le contexte du projet. Là, dans le fond, ça dit que c'est un Vault Obsidian qui est fait pour le projet de recherche PATP. Puis il a été capable de tout comprendre ça à partir des fichiers qui sont là, à partir de mes markdowns, à partir de ce qu'il y a un petit peu plus haut. Bref, il est capable d'aller lire pas mal d'affaires. Et c'est pas le dépôt de code source, mais c'est plus des contenus dedans. Fait que là, il a été capable de lire et il comprend aussi mon cloudpédagogie.md, usage pédagogique de cloud. C'est l'article qu'on va travailler. Donc là, les conventions, c'est en français, c'est du format Obsidian standard avec les livres, c'est un truc. Puis orientation pédagogique, il comprend que mon projet PATP privilégie les IDE locaux, extension VS Code, IDE autonome, plutôt que les solutions web ou CLI peu. OK? Ça, c'est sûr que il comprend que mes notes s'orientent vers ça, mais je vais quand même vous présenter le Command Line Interface Pack. Okay? Donc, ça, c'est un contexte qui va aller lire à chaque fois que je vais repartir avec l'autre. Donc là, lui, il n'a pas besoin de refaire ce qu'il a fait là. Ce qui a coûté 22% de contexte. C'est quand même beaucoup, là, mais bon. C'est quand même pas mal de tokens pour la réflexion. Puis lui, en fait, il a été lire tous mes fichiers. C'est pour ça que 22%, c'est gros. Mais le fichier qu'il a créé, par contre, lui, est plus petit. Ça va être intéressant. Je fais une petite parenthèse aussi par rapport à ça. Le fichier clone.md ne devrait jamais dépasser plus que 150 lignes. Ça, c'est comme la limite. Ça peut être plus que ça, là, mais si vous dépassez ça, ben, c'est là qu'il peut commencer à halluciner puis commencer à. C'est moins pertinent. Il va peut-être falloir aller avec un dossier .cloud puis pousser ça un peu. Bref, c'est pas l'objectif de la vidéo, là, mais c'est juste pour faire une petite parenthèse. Donc là, on vient ici, il a fait un clone.md. Maintenant, là, ce que je vais aller dire, c'est que je trouve que le document que j'ai créé est un peu complexe. J'aimerais minimalement refaire des sections où est-ce que quand il y a une espèce de texte avec un 2 points, mais ça devient un titre 3. Okay? Bref, je vais vouloir qu'il reformate le document pour qu'il soit plus lisible pour vous. On fait ça. Là, il y a quelque chose que j'ai installé aussi dans Claude. J'aime beaucoup utiliser ma voix pour faire du contenu puis faire de la reconnaissance vocale. Ben, dans OpenAI, c'était vraiment bien fait. J'ai testé dans Claude et il y a un truc qui s'appelle Voice. Et si je fais, je pense que c'est espace, là, il se met en mode voix. Et c'est que là, il entend ma voix. Puis là, je vais pouvoir expliquer ce que je veux. En train de réfléchir un peu. Il n'est pas parfait, là. Normalement, ça marche bien. Mais sinon, au PDP, je vais le taper. Là. On va remettre au début. Là, c'est celle-là. OK. Est-ce que le mode voix fonctionne? Pas l'air à fonctionner. Bon, on va continuer de toute manière, je suis capable de tester. Ce que je vais dire le document, puis après ça c'est l'affaire qui est le fun, là, même dedans un éditeur, un IDE standard, là, vous voulez faire une référence à un document, ben, vous faites A commercial, puis vous allez chercher le document. Si vous tapez les premières lettres du fichier, il va chercher. C'est pas obligatoire que ça soit dans le dossier en cours. Ça peut être un dossier à côté. En tout cas, il est vraiment pas pire. Il faut quand même bien. Donc là, moi, je vais travailler sur. Vous voyez, il est même capable d'aller. Il va avoir quand même pas mal d'affaires. Là, moi, c'était. Là, je cherche le titre. Là. Je suis dans le bon répertoire. C'était Claude Pédagogie. Et là, si j'écris Claude Pédagogie, bon, il l'a trouvé. Bon.
Fait que là, je dis le document, blablabla. Bon, je vais le faire travailler. Par contre, là, j'ai oublié de vous montrer ça. Le contexte est à 22. Si je voudrais effacer le contexte puis recommencer, là, je fais clear. Clear, qu'est-ce que ça fait? Ça efface tout le contexte. C'est comme si on faisait une nouvelle conversation. Fait que, ça, c'est une commande qui est intéressante parce que là, on a fait le clone.fb. On n'en a plus besoin. Fait que là, je reviens à. Ouais, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. Le fichier en commercial, en pédagogie, il retient quand même un petit peu là, ce que j'ai fait avant. Ce fichier-là est mal structuré et peux-tu faire une meilleure reconnaissance avec des titres 3 pour les éléments environ avec 2 fois. Je suis pas mal sûr qu'il va comprendre ce que je veux dire, là. C'est que il y a des endroits que j'ai dit quelque chose, 2 points, puis ça serait bien que ça devienne des titres 3. Et que ainsi tirer le reste selon selon que pense elle pas. Ça, je laisse une petite liberté, OK? En faisant ça, il y a une commande qui s'appelle /plan. Okay? Si vous faites ça, là, ça va faire une planification de ce qui est en train de faire. Puis après ça, vous allez avoir plus de contrôle sur ce qui va être fait. Ça, je trouve ça super intéressant dans le cloud. Ça fonctionne aussi dans VS Code, là, dans Cursor aussi. Là. Fait que le concept de plan est facile à utiliser aussi dans le terminal. Bon, on ne va pas le faire là, on va le faire là, mais je veux dire, créer un nouveau flux avec le suffixe amélioré. OK? Pas de santé. Théoriquement, il va faire un tiret amélioré.md. OK? On va le partir. Là, il est en train de réfléchir. Là, il est en train de. Il dit une page qui est de cloud. Bon, il est dans le cloud. Là, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que mon fichier Markdown est envoyé sur Internet? Bien évidemment. Chose, c'est pas un modèle local. C'est sûr que si vous faites de quoi qui est moindrement pas confidentiel, ben là, il ne faut pas penser qu'on est dans le command line interface que ça ne l'envoie pas sur les serveurs de cloud. Bien évidemment, en payant pour la version professionnelle, moi, j'ai été coché la case que je ne veux pas que mes données soient utilisées. Normalement, ça devrait être correct, mais on s'entend qu'avec la loi 25, on ne devrait pas envoyer des données qui sont confidentielles de d'autres personnes. Bref, ça, c'est notre responsabilité à chacun. Donc là, vous voyez, il dit le fichier est très volumineux, je vais le lire par section. Ça, c'est quelque chose que ChatGPT a beaucoup de misère. Mais là, Claude, il va le faire, puis il va le faire comme. Là, vous voyez, là, ça commence à coûter cher en token. Et là, vous voyez aussi mon utilisation. C'est dans toute la journée, là. Je me suis servi de Claude un petit peu tantôt. Là. Je suis rendu à 8 okay. Donc, puis là, ici, pour la semaine, je suis à 19 C'est à toutes les semaines que ça se réinitialise. Donc, il y a une limite. Puis là, peut-être que vous ne la voyez pas, cette limite-là, avec ChatGPT, mais elle est là pareil. Puis il y a une limite aussi dedans Cursor, puis il y a une limite dedans VS Code. Il y a des profs qui m'ont jasé, qui m'ont dit hey, il y a une limite dans l'utilisation. Oui, il y a une limite parce que ça prend du processing, ça prend, tu sais, puis en payant 20 ou 30 $ par mois, là, c'est pas assez pour couvrir le frais de l'utilisation qu'on peut en faire. Donc, il y a une limite, puis un coup que cette limite-là est atteinte, ben, il faut attendre. Okay? Ça, c'est quelque chose qui serait à prévoir là, au niveau pédagogique, c'est que si l'étudiant il atteint la limite de l'utilisation d'un IA, ben, il ne peut pas continuer. Ou il faut qu'il trouve une solution alternative. On devrait essayer de penser à des plans B, mais on n'est pas rendu là. Donc, il faut quand même y penser. Définitivement qu'en plus d'apprendre à utiliser ces outils-là, il va falloir fort probablement apprendre à nos étudiants à utiliser efficacement les tokens. Parce que ça a un impact économique,
ça a un impact sur l'environnement, puis ça a un impact aussi sur les performances, puis sur la compréhension de ce qu'on fait. Parce que si on demande des trop grosses tâches, ben souvent l'intelligence artificielle est moins bonne. C'est que d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'on veut faire, d'avoir une tâche simple, d'y aller par bloc, d'y aller avec des plans, d'y aller avec une structure, avec des compétences, avec des agents, avec des trucs comme ça permet vraiment de restreindre le scope d'un livre. Fait que ça, c'est vraiment pensé, puis il faut probablement qu'il va falloir le réfléchir. Moi, quand j'étais dans l'univers de ChatGPT, j'avais jamais à gérer ça, le contexte, le nombre de tokens, toutes ces choses-là. Je n'avais pas à gérer ça. Mais maintenant, il faut le faire. Il faut y penser, puis on a une limite. On a définitivement une limite. Donc là, je laisse travailler. Je ne vous montrerai pas pendant une demi-heure ça, là. Mais bon, je le laisse travailler. Puis on va faire une petite pause. Bon. Je vais vous montrer quelque chose pendant que c'est pas entièrement terminé, là. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même important à savoir, là. Surtout quand on fait des permissions de fichiers, puis qu'on fait de la gestion de fichiers, là, autant en command line interface que dans un éditeur d'IDE, là, c'est qu'on laisse quand même la possibilité à l'intelligence artificielle de faire des modifications. Modification étant, ben, ça peut être la suppression, ça peut être la modification de fichiers en tant que tel, donc des trucs qui sont destructifs. Donc, normalement, l'intelligence artificielle devrait nous demander des permissions. Là, ils étaient rendus à exécuter un script Python. Là, il dit, j'ai maintenant toute la structure du fichier, j'avais créé un script Python pour transformer les éléments en gras avec des titres 3 ou titres 4 selon les sections. Okay? C'est que s'il est à l'intérieur d'une section en 3, ben, il va faire des trucs 4. Ça, lui, il n'est pas capable de le faire à la main. C'est qu'il va utiliser le script Python pour le faire. Et lui, il va créer son script Python, il va l'exécuter, il va faire la modification, il va sauvegarder le fichier dans un nouveau fichier. C'est ça qu'il va faire. Donc, là, il est en train de me demander, là, il cherchait Python, là, je ne sais pas pourquoi, mais il ne trouvait pas au bon endroit là, dans Bin Bash. Mais bref, là, il l'a trouvé. Puis là, il me demande, est-ce que tu me donnes la permission d'exécuter le script Python dans ce répertoire-là? Okay? J'ai le choix de dire oui, et ne me demande pas d'autres permissions, OK, ou non. OK? Là, je vais me donner la permission d'exécuter des scripts Python dans ce répertoire-là. On n'oublie pas que c'est juste dans ce répertoire-là, c'est pas dans les autres. Que ça permet un peu de se faire des boîtes. Bon. Puis là, si je choisis ce répertoire-là, là, on laisse rouler un petit peu. Normalement, il devrait. Là, il l'a pas fait. OK. Bon. Il m'a créé un dossier .clone. Ça, c'est. J'ai un fichier clone et j'ai un dossier clone. À l'intérieur de ça, il peut y avoir plein d'autres instructions, plein d'autres affaires. Mais ça, c'est un standard de clone. Et il y a un petit fichier qui s'appelle settings.local.json. Si vous ouvrez ce fichier-là, ben, c'est toutes les permissions que vous donnez qui sont conservées là. Okay? C'est que si vous voyez le dossier .clone, ben, effacez-le pas, c'est le dossier qui a besoin. Bon. Là, moi, j'ai tout le temps comme un petit questionnement sur est-ce que le dossier .clone devrait être versionné ou pas avec Git? S'il y a du partage entre personnes, oui, mais bon, en tout cas, tu sais, les permissions, est-ce qu'on oblige les gens à partager les permissions dans un projet? En tout cas, ça laisse place à un débat. Là. Il y a de la réflexion là-dedans, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que la personne ait qui ne veut pas que l'intelligence artificielle ait le droit de modifier dans ses fichiers. Et bref, ça discute en équipe, là, comme bien des décisions qu'on a à prendre en équipe. Donc, le dossier .clone est là et il y a des permissions parce que j'y ai donné. Que là, il dit, bon, là, après ça, il a fait ses vérifications, bon, il a fait quand même le résultat du code. Puis là, il dit exécuter la transformation Python. OK, là, maintenant, je vais faire une transformation. Est-ce que tu me donnes le droit? Oui. Puis là, vous avez vu ces PI étoiles, ça veut dire toutes les permissions d'écriture-lecture, mais encore une fois, c'est dans ce répertoire-là. Ça reste quand même correct. Là, vous voyez, mon contexte est rendu à 37%, puis le pourcentage est rendu à 24%. Ça a augmenté. Avec la structure complète. Bon, moi, en Markdown, j'ai comme standard de dire que mon titre de mon document, il est en H1 avec un dièse, puis après ça, toutes les autres sections sont comme un site web. C'est la même chose. Il y en a peut-être qui veulent
tu voudrais utiliser la Share à plusieurs endroits, mais moi, c'est pas mal mon standard. Puis, une autre chose aussi, j'essaie de ne pas dépasser plus que niveau 4. Si je suis rendu à niveau 5, là, c'est que mon fichier est rendu compliqué. Fait que, c'est un peu de structure aussi que j'ai fait. Fait que là, vous voyez, les images Base64 et les tableaux comparatifs ont été préservés intacts. Je ne me rappelle pas qu'il y avait des images, là, mais il y avait souvent des tableaux à l'intérieur. Donc, on est rendu normalement, si on a bien respecté ça, avec un fichier qui s'appelle Claude Pédagogie amélioré. Si je vais l'ouvrir. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis une image. C'est vrai, j'avais mis une image en haut. OK. Donc là, l'introduction, le Claude, bon, les fonctionnalités principales. Bon, il ne m'a pas enlevé les hyperliens que j'avais mis, ça c'est bien. Puis on va aller, ça c'est mon tableau, ça il l'a respecté. On va aller à des endroits où est-ce qu'il y avait définitivement, vous voyez, il a fait des titres. Je vais aller l'ouvrir avec mon, puis mon Obsidian. Et on va aller voir la structure. Hey, c'est définitivement mieux, là. Vous voyez? Fait que là, si je vous partage ça, ben au moins, vous pouvez aller directement dans les sections qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Obsidian, mais si vous utilisez n'importe quel lecteur de Markdown, vous allez être capable. Ou je vais le convertir en PDF quand je vais vous le partager. Donc, avantages pédagogiques de l'utilisation via l'extension de VS Code, puis des avantages de l'utiliser dans le terminal. Moi, j'ai fait dans le fond, des comparaisons. Puis là, les bénéfices pédagogiques, les limites et les bonnes pratiques d'intégration de Claude Code. J'ai tout documenté ça. Bien évidemment, moi, j'ai pris à partir du document, mais j'ai aussi quand même pris mon opinion aussi. Puis là, j'ai comme que là, j'ai parlé de ça. Puis il y a Claude Code qui m'a servi quand même beaucoup là, pour faire plein de tâches. Je sais à peu près comment ça marche. Là. C'est pour ça que pas une utilisation là, depuis les 8 dernières années, là, mais je peux vous dire que, bon, là, mettons, un étudiant peut résoudre en quelques minutes un bug qui lui aurait pris des heures seul ou générer le squelette d'une application en un clin d'œil, au lieu de tout coder manuellement. Parce que là, c'est un peu l'équivalent d'utiliser Cursor ou n'importe quelle IDE. C'est juste que là, on est en command line interface. On s'entend qu'on rouvre le truc de commande, on dit fais-moi une application vue avec telle librairie, enter, et voilà, ça fait ça. Tu n'as même plus besoin d'avoir d'IDE. On peut carrément coder dans le terminal, puis on peut faire plein de choses dans le terminal directement. Ça fonctionne quand même vraiment bien. Là. J'aime bien faire du développement de site web, un peu du vibe coding, mais quand même avec un certain contrôle. Ben, j'aime bien ça. Faire dans Claude Code, là, ça fonctionne vraiment bien. Donc, je suis quand même assez satisfait. Il m'a fait beaucoup de titres 2. Deuxièmement, là, je trouve ça pas mal plus intéressant à vous le partager. Maintenant, une des dernières étapes que je voulais faire avec vous, ben, c'est de créer une présentation PowerPoint qui aurait, dans le fond, là, qui résumerait ce document-là. Ça aussi, ça peut prendre quand même pas mal de processing, il me reste 24%. Je vais vous faire un petit clear pour nettoyer mon truc. Là, je ne sais pas si vous avez vu rapidement, mais il y a un truc aussi qui s'appelle Compact. Et Compact, qu'est-ce que ça fait? Ça efface la conversation, mais ça garde un sommaire de ce qui a été fait dans le contexte. Et si vous voulez, comme mettons, faire une sous-tâche de ce que vous venez de faire, ben, ça peut être intéressant de faire Compact au lieu de dire. Si vous faites un projet, vous dites ça, c'est ma tâche principale, là, je suis rendu à faire mes sous-tâches, ben, faites un Compact, ça va permettre ça. Bon. Si vous êtes curieux, ben, je me suis fait un skills qui permet de me créer des notebooks LM directement dans le cloud. Je l'ai testé, là, puis c'est wow. C'est juste wow. Bref, vous comprenez que moi, je suis assez époustouflé de tous ces outils-là, mais bon. Maintenant, là, j'ai nettoyé mon contexte, il me reste 24% d'utilisation. Bon. Là, ce que je vais dire, et quelque chose que j'aime bien faire aussi, ben, je vais aller me chercher un gabarit de présentation. Je ne sais pas si je peux en trouver un rapidement, là. Peut-être dans mes expérimentations. Expérimentation 2, non.
Je le trouverai. Là, c'est sûr que je le cherche et je ne le trouverai pas. Là. Euh, je pourrais utiliser n'importe quel PowerPoint de toute manière. Là. Je vais dire de me générer un PowerPoint. Je vais aller m'en créer un. On va venir ici. On va venir ici. Je vais faire un nouveau. Présentation PowerPoint. Ok. Je vais l'appeler Gabarit. Ok. Oups. Gabarit. C'est que, tu sais, si vous avez un gabarit de PowerPoint, ça vaut la peine de l'utiliser. C'est ça, il va le comprendre. Si vous connaissez mes présentations, là, vous savez sûrement que j'aime bien utiliser le modèle. Le modèle qui est ici, là. Bon, c'est un de mes modèles préférés, puis tout dépendant de ma couleur de peau, là, des fois, je le change. Là. Bleu, c'est pour réseau. Ça, c'est pour de programmation. Ça, c'est pour app web. Bref, vous avez des couleurs pour chaque cours, comme ça. En ouvrant la présentation PowerPoint, je sais tout de suite que c'est pour quel cours. Ça, c'est un truc. C'est un truc que quand j'avais 3-4 cours à gérer, là, ça m'aidait beaucoup. Donc, j'ai la présentation là, j'ai choisi le modèle. Lui, il va conserver toutes les différentes diapositives. Là. Si je fais une nouvelle diapositive, je peux choisir le modèle, là, puis disposition, là, c'est très seul. Bon, je peux faire comme n'importe quelle présentation. Fait que je sauvegarde ça. J'ai mon modèle. Et là, je vais venir dire peux-tu me faire une présentation PowerPoint avec les éléments importants au niveau de du document en commercial, celui amélioré. Après ça, je peux dire utilise le gabarit PowerPoint en commercial, puis là, mon gabarit, ici, gabarit, bon. Puis là, je pourrais, mais tu sais, quelque chose aussi que j'aime bien faire, c'est de me faire un guideline de création de PowerPoint. Je vous donne des guidelines souvent que je fais, pas plus qu'un sujet par diapositive, et moi, j'appelle ça la règle des 6, là. C'est pour parler d'un sujet, d'un thème général, là, pas plus que 6 diapositives. Mettons, c'est une partie de quelque chose, là. Puis après ça, normalement, il devrait y avoir comme une micro-pause ou un changement de rythme. OK? 6 diapositives. À l'intérieur des 6 diapositives, il y a 6 points. Okay? 6 points qui sont présentés. Et à l'intérieur de ces 6 points-là, on essaie de ne pas dépasser 6 mots. C'est la règle des 6-6-6. J'aime bien ça, utiliser ça parce que ça me permet d'être plus concis. Puis ça me permet aussi que là, je vais lui dire peux-tu utiliser le format IBAN 6 diapos maximum par sujet, 6 points par diapo maximum et mettons, on pourrait dire là, environ 6 mots par ouais. Peut aller jusqu'à 10 pour que ce soit plus pertinent. 10 pour la pertinence. Okay. Donc là, j'ai fait ça. Là, on va le laisser aller. Là, peux-tu me faire une présentation PowerPoint avec les éléments? Bon. Souvent, je vais aussi définir un rôle. Moi, là, quand je fais un prompt, là, généralement, c'est parce que je le fais rapide avec vous autres, là, mais je fais un rôle, un contexte et je fais une tâche. Que là, le plus tu me fais, c'est une tâche. Là, tu vas dire tu es enseignant au cégep en informatique. Fait que là, ça lui donne un petit contexte. Ensuite, le contexte, c'est présenter le sujet à mes collègues pour mon 4P 2025-2026. Ce qui est intéressant de faire ça, c'est que là, il va comprendre que
moi, je fais ça pour vous. Il va pas comprendre que je fais ça pour des étudiants ou pour de la direction, des trucs comme ça. Puis en faisant ça, ben, ça va être plus pertinent pour vous comme présentation. Il va adapter le contenu qu'il lit pour que ce soit intéressant pour vous avec la règle que j'ai spécifiée, puis avec tout. Puis là, on fait ça. J'envoie la requête. Là, bien évidemment, je n'ai pas fait de mode plan. J'aurais pu le faire, mais là, d'après moi, je ne dépasserai pas mon nombre de tokens. Là. Ça devrait être popé pour ici. Là. Mais vous allez être surpris de comment ça va en prendre. Là. C'est assez étonnant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils dépassent leur limite. Et que là, on le laisse aller. Il va analyser le document. Il va créer le PowerPoint. On prend un petit break. Puis on revient quand c'est fait. Bon, pour finir la vidéo, parce que là, on est rendu à 35 minutes. Je vais essayer de ne pas dépasser le 40. Regardez, là, j'ai demandé de faire la présentation avec certains critères là, que je vous avais présentés. Ben, il m'a posé des questions au travers. Puis des bonnes questions, là. Tu sais, le titre est-tu correct? Bon, les sujets, bon. Comment il m'a expliqué un petit peu les contenus, puis, tu sais, dans le fond, moi, je me disais c'est correct ou pas correct, puis si je descends un petit peu, là, est-ce que cette section te convient? Je continue avec la section 3, tu sais, c'est qu'il y avait quand même une interaction. Je la trouve plus intéressante, l'interaction avec Claude qu'avec ChatGPT, parce que j'ai essayé les deux. Mais bon, là ensuite, ben, il a fait une petite erreur parce qu'il est cherché Python. Il a été chercher une librairie de génération de PowerPoint en Python. Fait que, après ça, ben, j'ai généré la présentation, la structure finale, le gabarit de ton fichier gabarit, PVD est appliqué, le terme et tout ça. Puis, si on va aller voir le fichier, ben, le fichier, il est ici. OK? Là, je ne vous présenterai pas tout ce que le fichier a fait parce que je vais vous faire une présentation à part, mais je suis vraiment content du résultat. Là, ce qu'il m'a fait des listes, bien évidemment, mais je les ai convertis, bon, pour rendre ça un peu plus dynamique avec l'animation, puis moi, ça me permet justement de rythmer les choses. Là, la présentation est supposée durer 24 minutes, à peu près 1 minute et demie par diapo. Puis il y en a 19. Fait que, puis là, vous voyez, il a respecté quand même, tu sais, là, ici, ben là, on va pas compter le titre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après ça, il y a un changement de sujet. 1, 2, 3, tu sais. Je trouve ça quand même un rythme qui est intéressant, ce changement de sujet. Bref, il me l'a dit, c'est 6, 6, 5. Puis à la fin, il y a la petite conclusion. Puis bon. Fait que, il a vraiment respecté ce que j'ai dit, là, c'est vraiment parfait. Donc, ça vous montre un petit peu là, l'utilisation de Claude de manière concrète, parce que là, j'ai généré un PowerPoint en ligne de commande. Moi, je vous le dis, s'il y a vraiment une chose à retenir de ma vidéo, essayez-le en mode terminal, c'est vraiment intéressant. Là, moi, je vous ai présenté Claude Code, là, dans le fond, là, qui est le plus connu, mais il y a Codex de ChatGPT, qui est un peu la même affaire. Sauf que, tu sais, bien évidemment, c'est fait slash exa. Je pense que oui. Bon, là, on va faire comment? Puis là, mettons que je partirais Codex. Alors, yes. Sans surprise, ben, c'est celui d'OpenAI. Là, il me dit ah, il y a un update. Fait que je pourrais l'installer avec un petit npm install. Bref, OpenAI a le sien, Google a le sien, les grandes entreprises d'intelligence artificielle ont le leur. C'est que, des fois, d'alterner entre un et d'en essayer d'autres, ça peut être intéressant. Fait que, tu sais, gardez un petit peu l'esprit qu'il n'y a pas juste Claude qui fait du command line interface, puis c'est pas juste Claude qui fait des extensions pour VS Code. Là, il y a l'extension de Codex, il y a l'extension de Gemini aussi dans Visual Studio Code, en plus de GitHub Copilot. Tu sais, on a fait quand même pas mal d'exploits. Sur ça, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si vous avez écouté jusqu'à la fin, mais si vous avez écouté ça, ben, tant mieux. Moi, de toute manière, je vous fournis le fichier, le PDF. Je vous fournis la version améliorée, bien évidemment.
je vais fournir la présentation aussi, puis ben, la vidéo 1 puis la vidéo 2 de la présentation que je vais faire. Fait que, salut tout le monde!